Salut à tous, moi c'est Soluko et aujourd'hui je m'intéresse à un sujet qui est celui de savoir pourquoi est-ce qu'on fait des enfants. Qu'est-ce qui va nous pousser à avoir envie d'avoir des enfants? Donc avant tout je tenais à vous dire que moi je vais vous parler depuis ma propre expérience. Donc je suis en couple et j'ai une petite fille de 4 ans et demi. Et du coup, c'est vrai qu'avoir des enfants, ça n'a pas toujours été quelque chose d'évident pour moi. Alors avoir des enfants, quand j'étais petite, c'est vrai que comme toutes les petites filles, je pense, je jouais avec des poupées, je disais que c'était mes bébés, je m'imaginais avoir plein d'enfants, etc. Mais après, à l'âge, étant adolescente, puis au début de l'âge adulte, c'est vrai que c'était pas du tout quelque chose qui coulait de source pour moi. C'était pas un projet que j'avais depuis le plus jeune âge. Je comptais pas forcément avoir d'enfants. J'ai eu une période assez sombre pendant mon adolescence où du coup je me disais ça vaut pas la peine de mettre des enfants au monde dans le monde dans lequel on vit. Je voyais un peu tout en noir, donc du coup j'avais pas du tout envie d'avoir d'enfants. Et après, c'est vrai que donc j'ai rencontré mon mari et c'est le fait d'être avec lui en fait qui m'a donné envie d'avoir un enfant. Donc un enfant, ça représentait un petit peu le fruit de notre amour et on avait cette envie donc de construire une famille, de construire quelque chose ensemble. Je trouve que le fait d'avoir envie d'avoir des enfants, ça vient souvent assez naturellement dans un couple. C'est un petit peu comme un aboutissement quoi. Après, ça vient aussi combler un besoin de transmission, de laisser quelque chose après notre mort. Oui, ça peut paraître pas très gai comme ça, mais on a tous envie de survivre. En fait, on a tous envie, un petit peu cette envie ce besoin d'être immortel et avoir un enfant, donc ça permet de transmettre qui on est, de transmettre ce qu'on aime et de laisser un petit peu une trace au-delà de notre existence qui est assez limitée dans le temps. Et c'est vrai que ça vient combler aussi un besoin de sens, je trouve. Moi, je me rends compte dans mon entourage, les personnes célibataires, souvent elles sont en quête de sens, elles n'arrivent pas à trouver un sens à leur existence. Et je trouve que quand on a un enfant, quelque part, on se pose plus vraiment ces questions-là. Ça vient combler un petit peu ce besoin-là de sens. Ou du moins, on ne s'y pose plus dans une certaine période, dans un premier temps. Après avoir un enfant, peut-être que c'est des questions qui vont revenir après. Mais je trouve quand même qu'on va moins se poser ces questions-là parce que d'une part, on va moins avoir le temps pour réfléchir, on va être assez occupé, et d'autre part, parce que du coup, notre responsabilité de parent fait qu'on va devoir donc s'occuper de notre enfant, donc ça va être ça peut-être pas le sens, mais en tout cas la direction de notre vie va être orientée vers ça. Moi, pour ma part, donc, on souhaitait avoir 3 enfants. Après, on ne se rendait pas du tout compte avant d'en avoir de ce que ça représentait en termes de travail, d'efforts, d'implication au quotidien. Et on ne se rendait pas compte non plus de la charge mentale que ça représente aussi, parce que c'est pas seulement la fatigue, la quantité de choses à faire, mais c'est aussi l'espace que ça occupe dans ton esprit en fait. Et suite à notre premier enfant, moi je suis passée par plusieurs phases. Du coup, on a un petit peu réduit nos expectatives, on est passé de 3 à se dire que 2 déjà ça serait pas mal. Et il y a aussi un moment où moi je me suis dit, finalement, juste un enfant, pourquoi pas. J'avais plus vraiment cette envie, ce besoin-là d'avoir d'autres enfants. Ah oui, je suis aussi passée par une phase où je voulais en avoir 6. Ça, c'était après l'accouchement, donc avec les hormones. Du coup, j'étais accro à mon bébé. Je voulais faire que ça, que m'occuper de bébé. J'en voulais plein, quoi. Mais ça m'est vite passé. Et du coup, oui, je me suis vraiment posé la question, est-ce que vraiment je veux avoir un deuxième enfant? Parce que c'est vrai que là, je me sens à l'aise avec mon enfant. Elle a déjà 4 ans et demi, donc elle est assez autonome. Donc je me voyais mal repartir à zéro, en fait. Repasser par toutes les étapes quand ils sont bébés. Ça demande énormément d'application au début, les premiers temps. Même si je trouve que quand même... J'ai l'impression que quand même un bébé, un nouveau-né, quelque part, demande moins d'attention qu'un bébé un petit peu plus grand quand ils ont vers 8-10 mois et qu'ils demandent beaucoup plus d'interaction, qu'ils demandent beaucoup plus à jouer, qu'ils commencent à s'asseoir, qu'ils commencent ensuite à se déplacer, à marcher.
Là, c'est beaucoup plus prenant, je trouve, parce que quand ils sont vraiment nouveau-nés, tout ce qu'ils font, c'est téter, dormir, manger, dormir et faire leurs besoins, quoi, c'est tout. Donc du coup, je trouve que c'est facile, tu peux les emmener partout, ils s'endorment n'importe où, tu peux très bien sortir le soir, ça pose pas de problème parce qu'il y a pas encore ces horaires de coucher assez stricts, ils ont pas un rythme bien défini, donc finalement ils s'adaptent à toi. Et en plus, moi, je faisais du portage, donc du coup, je l'avais constamment contre moi, et elle dormait contre moi, c'était facile de lui donner le sein aussi. Donc c'est vrai que je me sentais assez libre, moi, au début de la maternité, finalement, même si c'était quand même H24, bien sûr, avec des réveils fréquents, etc., mais je me rendormais tout de suite avec les hormones de l'allaitement. Et du coup, par rapport à un deuxième enfant, c'est vrai que là, je sais que je sais gérer ma fille, je sais gérer mon quotidien en fait. Et un deuxième enfant, c'est un gros point d'interrogation. Je sais pas si je me sens capable en fait. C'est un terrain complètement inconnu et ça fait peur en fait de dire comment est-ce que je vais arriver à gérer ça. Si déjà juste avec un enfant c'est compliqué, alors avec un deuxième ça serait de la folie quoi. Quand je vois tout ce qu'il y a à faire, parce que ça représente quand même le double de choses à faire, c'est le double de douche, c'est le double de brossage de dents, c'est le double d'histoire pour s'endormir, mais c'est pas seulement ça, c'est s'il y en a un qui s'endort, l'autre qui n'arrive pas à s'endormir, il le réveille, c'est des réveils nocturnes par deux. D'accord, il y a des choses que tu le fasses pour un ou pour deux, ça va revenir à peu près au même. Par exemple, les repas, tu fais juste un petit peu plus de nourriture, d'accord. Les lessives, ok, c'est juste un petit peu plus de linge, ça fait quand même beaucoup à la fin. Tu passes quand même plus de temps à t'occuper de tout ça. Et c'est aussi le fait de comment tu gères les deux à la fois, quoi. S'il y en a un qui pique une crise et l'autre aussi réclame ton attention, c'est vraiment le fait de devoir se diviser en deux, en fait, alors que c'est impossible. Mais après, je pense que c'est abordable quand il y a une bonne répartition des tâches avec ton partenaire, si c'est bien équilibré, si autant au niveau des repas qu'au niveau de qui amène les enfants à l'école, au niveau de qui s'occupe de préparer le petit déjeuner le matin, qui fait la douche, tout ça. S'il y a une bonne répartition au niveau des tâches, et qu'il y a du soutien au niveau du partenaire, parce que c'est vrai que les enfants, surtout quand ils sont petits, ils vont toujours préférer la maman, du moins si c'est la maman qui a toujours été là depuis la naissance, quoi. Donc le papa, il a un petit peu un rôle secondaire souvent. Je dis pas que c'est comme ça tout le temps, mais de manière assez générale, c'est comme ça. Et en tout cas, c'est l'expérience que moi j'ai. Et malgré tout ça, malgré tout ce que ça représente, il y a un désir quand même d'avoir ce deuxième enfant. Je me demande pourquoi, quelque part. Ça s'explique pas, en fait. C'est cette envie de faire grandir la famille. C'est cette envie aussi de donner un petit frère ou une petite sœur à ton enfant. Et pas seulement ça, mais aussi de lui offrir cette expérience en fait de vivre ça en fait à trois en tant que famille en fait, qu'elle apprenne que maman est enceinte, qu'elle voit les échographies, qu'elle voit le petit bébé grandir, qu'elle l'attende puis qu'il arrive, qu'elle veuille aider, qu'elle veut jouer avec, puis après ça prend du temps forcément parce que le bébé au début ça fait pas grand chose. Mais c'est envie de vraiment vivre cette expérience à trois et de faire rentrer de nouveau beaucoup d'amour, beaucoup de lumière dans la famille. Enfin, moi en tout cas, la grossesse, c'est un moment que j'ai vécu de manière extrêmement positive. J'ai pas eu beaucoup de gêne pendant la grossesse, juste de la fatigue. J'ai à peine eu des nausées. J'étais vraiment bien physiquement, sauf après, à la fin de la grossesse, c'était l'été, donc par exemple, j'avais les chevilles qui gonflaient beaucoup. Ça me gênait un petit peu pour marcher, ce genre de choses, mais ça restait vraiment complètement supportable, quoi. Et c'est vrai que ça nous avait beaucoup rapprochés avec mon mari, d'être dans cette attente à deux, de prendre soin, qu'ils prennent soin de moi. C'était vraiment une jolie période. Et
c'est de ça maintenant que j'ai envie de me souvenir parce que j'ai beaucoup vécu la partie négative, la peur d'être débordée. En fait, c'est vraiment une peur d'être dépassée par le quotidien. Mais après, la contrepartie, je pense que c'est vraiment l'amour inconditionnel qu'on éprouve pour un enfant. C'est très difficile à expliquer. Après, je pense qu'on peut comprendre ce que c'est que l'amour inconditionnel. C'est le fait d'aimer l'enfant, peu importe ce qu'il fait. Enfin, au-delà des émotions, bien sûr, on peut être en colère, bien sûr, on peut s'en prendre à détester son enfant, à vouloir le jeter par la fenêtre, quoi. être hors de soi par moment. Enfin, on se contrôle quand même, bien sûr. Mais au-delà de toutes ces émotions passagères qui peuvent parfois être assez violentes, il y a cet amour qui ressort. Après, je pense que c'est très difficile d'expliquer pourquoi on a nos enfants, pourquoi on veut d'autres enfants. Souvent quand on demande à d'autres parents en fait comment ça se passe quand ils ont un enfant, deux enfants, souvent c'est des propos catastrophiques, c'est « ah non, c'est pas d'autres enfants, on s'en sort pas » et tout. Même si jamais ils vont te dire qu'ils regrettent d'avoir eu un enfant ou plusieurs enfants, on va souvent nous dire les aspects négatifs en fait. On va rarement avoir des partages d'expériences positifs. Et c'est difficile quand on se pose la question de savoir en fait qu'est-ce que ça nous apporte. Parce qu'on est souvent pris dans le quotidien, pressé, mécontent parce que l'enfant nous écoute pas, parce qu'il y a plein de trucs de chiants à faire, parce que l'enfant il est lent, parce que le rythme de la vie fait qu'il faut aller plus vite et que du coup tout parfois devient compliqué et ça fait une grosse boule. On est stressé, on a plein de trucs à faire qui s'accumulent, on n'arrive pas à tout faire quoi. Mais ouais, j'aimerais bien expliquer un petit peu cette beauté aussi d'avoir des enfants. Mais c'est vraiment des instants éphémères en fait. C'est la fierté de voir son enfant faire quelque chose de nouveau, la surprise de c'est même pas de la fierté, c'est le cœur qui se gonfle quand ton enfant il a appris à faire quelque chose de nouveau, à dire quelque chose de nouveau, à dire oh, mais tu sais faire ça maintenant, mais bravo. Ou par exemple l'autre jour elle va mettre la table toute seule, elle va vouloir dire maman aujourd'hui c'est moi qui me brosse les dents toute seule, ou elle va d'elle-même faire qu'est-ce qu'elle avait fait comme ça l'autre jour qui m'avait surprise. Elle avait fait ça de son côté en plus, je crois, je m'étais rendu compte après. Enfin bon, des petites choses comme ça du quotidien. Eh ben dis donc, t'as fait ça toute seule, bah c'est très bien, je savais pas que tu savais faire ça, je suis fière de toi, bravo. Puis son petit sourire. C'est le moment de tendresse aussi, c'est quand d'un coup comme ça, tu sais pas pourquoi, il dit maman je t'aime, ça lui sort du cœur comme ça, maman tu es belle, des compliments, on sent qu'il a envie de te faire plaisir, ou c'est une petite attention quand tu vas pas très bien, c'est une petite main posée, des petites caresses, cette envie de prendre soin de toi aussi, c'est des choses qui sont vraiment très 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 touchantes. Et un enfant, ouais, ça t'accompagne pendant toute ta vie, dans le bon comme dans le moins bon. Et pour moi, je vois vraiment ça comme un compagnon de vie, quoi. Comme mon mari, c'est mon compagnon de vie, ma fille aussi, c'est mon compagnon de vie. Je l'accompagnerai moi toute sa vie, quoi, dans les bons et dans les moins bons moments. Et c'est une relation qui est très spéciale, quoi, très qui peut être très belle, très, très proche. Mais je me pose souvent des questions par rapport à ça. Comment sera ma relation avec ma fille quand elle sera plus grande? C'est quelque chose qui me... C'est pas que ça me fait peur, mais je me demande, parce qu'en plus, moi... Du coup, ma maman n'a pas pu être très présente dans mon enfance parce qu'elle travaillait énormément. Donc on n'avait pas beaucoup de moments passés ensemble. C'était des moments du quotidien ou des sorties. Notre sortie, c'était aller au centre commercial pour s'acheter des vêtements le samedi soir. Et à part ça, on n'avait pas vraiment d'activité qu'on faisait. Et c'est vrai qu'avec ma fille, je sais pas, ça me vient pas naturellement de faire des activités avec elle. C'est vrai que moi, je suis pas une personne très 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 manuelle. Les activités manuelles et moi, voilà, ça fait un petit peu d'eux. Je suis pas de ces mamans qui va prendre du plaisir, prendre du temps à cuisiner. Bon, j'ai quand même déjà fait un gâteau avec elle, c'était une bonne expérience.
mais je vais pas inventer des activités plastiques, faire de la pâte à sel un après-midi, me mettre à peindre, je sais pas quoi, ce genre de choses. C'est vrai que je fais des petits trucs, tu vois, avec elle, mais je sais pas. Ou en tout cas, peut-être que ça se trouve, c'est juste que c'est moi ma vision des choses. Je me valorise pas par rapport à ça. Je trouve que ce que je fais, c'est pas suffisant ou c'est pas assez bien. Parce que je me compare des fois avec d'autres mamans et je trouve que il y a des mamans pour qui vraiment c'est une vocation d'être maman. Et elles vivent ça à fond. Et leurs enfants, c'est vraiment toute leur vie. Mais c'est pas, enfin c'est vraiment dans le sens positif du terme, c'est pas dans le sens où elles ont pas de vie en dehors de leurs enfants, ça peut être vrai aussi, mais c'est dans le sens où tout ce qu'elles font avec leurs enfants, vraiment elles s'impliquent énormément. Et genre pour moi des choses qui sont des corvées comme faire à manger, pour moi c'est devenu une corvée. Quand j'avais le temps de le faire, je prenais du plaisir, mais là on a à peine une demi-heure pour préparer les repas à chaque fois, 20 minutes, une demi-heure max. Du coup c'est un truc vite fait, j'ai pas d'inspiration, on fait les mêmes menus presque toutes les semaines, c'est comme ça, enfin c'est vraiment un truc de survie pour moi la bouffe là en ce moment en tout cas. Alors qu'il y a des mamans vraiment qui vont aller chercher des idées d'inspiration, qui vont préparer des bons petits plats, qui vont passer 1 à 2 heures dans leur cuisine, quoi. Pour moi, ça c'est juste, c'est pas envisageable. En tout cas, pas dans cette période-là de ma vie. Ouais, il y a des mamans comme ça, que ce soit au niveau de la cuisine, des activités manuelles, quoi d'autre aussi, des vêtements aussi, qui vont fréquemment aller faire des magasins de vêtements avec leurs enfants, ou sans leurs enfants d'ailleurs, pour trouver des habits, pour comparer, pour acheter, pour avoir des habits neufs, pour avoir des habits à la mode, qui vont prendre du plaisir à bien les habiller, quoi, faire des trucs un peu fancy, avec des petits accessoires, des petits trucs pour les cheveux, des trucs trop mignons. Moi pareil, je suis pas du tout là-dedans. J'en parlais d'ailleurs dans ma vidéo sur les vêtements, que je vous mets en description. Mais après voilà, je trouve qu'il y a différentes manières d'être parent, d'être maman. Et elles se valent toutes, hein. On est tous différents. Nous, c'est vrai que de notre côté, on a besoin de temps perso. On a besoin, je pense que tout le monde doit en avoir besoin, mais il y a des personnes qu'on a plus besoin que d'autres. Et nous, on est des personnes qui sommes assez indépendants et un petit peu solitaires aussi. Donc on a vraiment besoin de plage de temps pour se retrouver. Moi par exemple ça se passe le soir avant de me coucher, j'ai besoin de ma petite demi-heure, 1 heure si je peux pour déconnecter. Et dans le quotidien c'est difficile de trouver du temps pour soi je trouve, parce qu'au niveau du rythme qu'on a tous les jours, donc du coup on récupère la petite à l'école à 16h30, souvent elle prend son goûter à l'école, donc elle joue un petit peu avec ses amis, etc. Donc on repart pas avant 17h, 17h30. Donc on arrive à la maison, le temps de faire une course, une ou 2 courses. Il est souvent 6h et nous on commence à prendre les douches à 6h30 en fait. Donc on a juste 1 demi-heure de battement. Souvent elle s'occupe un petit peu toute seule, elle va jouer dans sa chambre pendant que nous on range les courses, on discute 5-10 minutes ensemble avec mon mari, on fait ce genre de choses. Et après c'est déjà l'heure de prendre les douches. Après les douches, c'est l'heure de préparer le repas. Après, on mange. Après, on prépare le repas vers 7h. On mange du coup vers 7h30 jusqu'à 8h, environ 8h. À 8h, on la prépare pour aller se coucher. Donc, brossage de dents, lavage de nez s'il y a besoin, petite histoire, petite caresse. Ça nous prend jusqu'à environ 20h30. Et après, c'est là que j'ai généralement moins de battement de 20h30 à 21h, parce qu'il faut savoir que je me couche assez tôt, à 21h, 21h30. J'éteins vers 21h30 plutôt, donc ça me fait 1 demi-heure, 1 heure de battement. Et les week-ends, forcément, il y a plus de temps, mais c'est aussi en partie pris par les tâches ménagères. Notamment le samedi matin et le dimanche matin, on essaie de faire des lessives, donc c'est prends ton linge, inspecte tous les vêtements, détecte les taches, mets du spray sur les taches, du produit détachant, mets ta lessive,
va étendre ta lessive, ça prend vachement de temps, après toutes les culottes, toutes les chaussettes, à mettre ça sur des petites pinces, etc. Ça peut bien prendre une demi-heure la lessive à chaque fois, et après il faut tout, parce que nous on n'a pas de sèche-linge, il faut tout plier, tout ranger, et je parle même pas du repassage. Là en hiver c'est vrai qu'on repasse à peine, mais en été, parce que du coup en hiver les pulls généralement ils sont pas spécialement froissés ni quoi que ce soit. Par contre en été les petits t-shirts en coton souvent c'est tout froissé, donc du coup là oui je m'étais remise à repasser, chose que je faisais plus avant. Et sinon c'est vrai que nous au niveau des tâches ménagères on a beaucoup simplifié. On a une femme qui vient faire le ménage chez nous une fois toutes les 2 semaines. Bon, on fait pas le ménage entre temps, c'est un parti pris. On choisit là où on veut mettre notre énergie et on a décidé qu'on préférait mettre notre énergie ailleurs. Donc la maison elle est pas nickel c'est vrai, mais elle est pas non plus trop crade à mon goût. Enfin ça va, on tient 2 semaines sans faire le ménage. Et au niveau des courses, du coup on fait tout online en fait. On fait la liste des repas une fois toutes les 2 semaines, et on fait la liste des repas donc sur 2 semaines, et on fait la liste des courses en fonction de ça. On achète tout online, on est livré, la nourriture, ça nous coûte que 7 € par livraison, je trouve ça pas cher, donc ça fait que 15 € par semaine, on a nos courses qui arrivent chez nous, on n'a plus besoin d'aller au supermarché, ce qui normalement entre le ménage et le ménage ça nous coûte 60 € par mois à peu près. Donc franchement pour moi c'est l'argent le mieux investi qui soit, parce que ça nous évite de passer une matinée à s'occuper que des lessives, que des courses et que du ménage, quoi. Enfin ça nous prendrait notre samedi entier ou notre samedi matin et notre dimanche matin entier, et pour ça moi je préfère franchement faire des activités pour moi, passer du temps en couple ou faire des choses avec ma fille, quoi. Donc ça nous allège quand même beaucoup, mais il y a de toute façon toujours une quantité de choses. La femme de ménage, elle vient 2 heures toutes les 2 semaines. Il y a toujours une quantité de choses irréductibles, forcément, qu'on ne peut pas déléguer. Et déjà, je trouve que c'est suffisant comme ça. Et avant, quand on n'avait pas d'enfants, on avait toutes nos soirées pour nous. On rentrait du travail, on était relax. Je sais même plus ce que je faisais. Peut-être je regardais une série, ou j'allais voir des amis, je passais du temps avec mon mari, je lisais un livre, je faisais des activités artistiques. Avant, je disais avant que j'étais pas très manuelle, mais en fait, quand même, si, parce que je faisais pas mal d'activités artistiques, je faisais de la photo, je faisais du dessin, je faisais de la peinture, je faisais pas mal de choses finalement. J'ai même fait de l'argile à un moment donné, de la poterie, je faisais des sculptures, on va dire, en argile, de la danse, j'ai fait du théâtre aussi dans le passé, j'ai touché à pas mal de choses. Et je continuais à la maison, moi, ce que je faisais, c'était surtout de l'art-thérapie, en fait. C'était une manière, je m'exprimais et ça me permettait de travailler sur certains aspects de ma personnalité. Ça me permettait de régler des choses en moi, en fait. Et c'est vrai que j'ai complètement laissé ça de côté avec la maternité. Quelque part, je pense que c'est positif parce que ça veut dire aussi que j'ai peut-être moins de choses sur lesquelles travailler qu'avant. La maternité m'a fait énormément grandir, énormément avancer. C'est d'ailleurs l'un des gros points positifs aussi, c'est qu'on apprend énormément de choses avec un enfant sur soi. Un enfant, parfois, ça nous pousse dans nos retranchements et ça nous apprend, par exemple, à avoir beaucoup plus de patience, à dire les choses de manière plus douce ou trouver des stratagèmes pour arriver à lui faire faire ce qu'on veut qu'il fasse, etc. Ça fait énormément apprendre de choses, quoi. C'est vraiment un des points les plus importants, je trouve, de la maternité, à côté de l'amour inconditionnel qu'on va ressentir pour notre enfant. Et c'est vraiment cet amour-là, c'est un amour comme on n'a jamais vécu avant. C'est pas le même amour que, bien sûr, ça n'a rien à voir comme relation, mais j'allais dire, c'est pas le même amour, c'est pas comparable à l'amour qu'on ressent pour son mari, pour son partenaire, ou pour ses parents aussi, qui est très fort. C'est vraiment un amour qui dépasse tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, quoi. C'est un sentiment d'attachement, c'est un sentiment vraiment qu'on ferait tout pour lui, quoi. On donnerait sa vie pour lui. Et c'est des phrases clichés qu'on a déjà entendues des centaines de fois, mais il faut le sentir pour vraiment comprendre la portée de ce que ça signifie, quoi. Et avec un enfant, on renonce à énormément de choses, en fait.
On renonce en grande partie à sa vie de couple, on renonce à avoir du temps pour soi, on renonce à plein d'activités qu'on pouvait faire avant, de loisirs, de passions, on renonce à sa vie sociale. Après, la vie sociale, elle se transforme. Moi, pour ma part, moi je suis plutôt du style d'avoir des amitiés individuelles, enfin juste avec une seule personne, j'ai des amitiés comme ça. Je suis pas trop groupe. Et du coup, on n'avait pas forcément... Enfin si, on avait quand même des petits groupes d'amis en commun avec mon mari, mais du coup, ces amis-là, ils sont quasiment tous célibataires, pas d'enfants, donc du coup, forcément, ton enfant, quand il est tout seul, il s'ennuie, donc c'est pas top. Du coup, on s'est plus orienté sur des amitiés familiales, en fait, ce qu'on faisait pas avant. On fait plus de sorties de groupe. On va rechercher des gens qui ont aussi des enfants. Donc souvent les choses, en fait, c'est pas qu'elles disparaissent, c'est qu'elles se transforment aussi. Et le temps libre, on va en avoir beaucoup moins, mais on va en profiter d'une manière... on va faire les choses à fond, quoi, comme on les avait jamais faites avant. On va les vivre de manière plus intense, je trouve. C'est difficile, je trouve, de trouver un équilibre entre les différentes sphères de sa vie, donc la vie perso, la vie de couple, la vie en famille, enfin famille nucléaire, du coup juste le couple et l'enfant, puis la famille plus étendue avec les grands-parents, les frères, les sœurs, les tantes, les oncles, etc. Le travail, l'économie, les loisirs, enfin, c'est difficile d'arriver à jongler entre tout ça et de maintenir un petit peu les besoins couverts sur tous les niveaux. Et de toute façon, c'est un équilibre qu'on arrive rarement à atteindre et souvent il y a un élément perturbateur, on tombe malade par exemple, ou une période de rush, des choses à faire en plus, je sais pas moi, un événement qui se prépare, un anniversaire par exemple, ou les fêtes de fin d'année, de Noël, etc. Et ça vient tout déséquilibrer, et du coup ça vient tout chambouler. C'est pas évident de maintenir cet équilibre, et puis il faut savoir aussi accepter qu'on peut pas tout faire sur tous les plans, on peut pas être au top tout le temps, et on peut pas arriver... On peut pas, en espagnol on dit llegar a todo, on peut pas arriver à tout faire, quoi. Un enfant, je trouve que ça balaye tout, ça balaye la vie telle qu'on l'avait connue jusqu'à ce moment-là, mais on s'en rend pas forcément compte au début, je trouve. C'est après, au fil des mois, au fil des années, qu'on se rend compte de tout ce à quoi on a renoncé, tout ce qu'on a perdu, et à un moment donné, on se dit, mais merde, mais moi j'en suis où en tant que femme, en tant que couple, qu'est-ce qui me reste, quoi. Et moi j'ai ressenti à un moment donné comme ça vraiment un grand vide, parce que du coup ma vie se réduisait simplement, en plus après avec la reprise du travail, aux tâches ménagères et à m'occuper de mon enfant. Et c'est là que j'ai de nouveau senti un vide de sens, en fait, parce que j'avais pas d'activité personnelle, contrairement à mon mari qui a toujours maintenu des loisirs, notamment la peinture et un jeu auquel il joue, il fait des tournois, etc. Donc ça lui amène aussi une certaine vie sociale. Et il avait aussi un compte Instagram par rapport à ses peintures, donc il avait quand même... il était tourné vers l'extérieur, chose que c'était pas mon cas. Moi, c'est vrai que je privilégiais plus les activités sociales, le fait de voir mes amis par exemple, ou de discuter avec mes amis, que ce soit par message vocal, par téléphone, j'avais plus ce besoin-là. Après, j'essaie toujours de lire un petit peu, dans mon temps libre, ce que je faisais généralement, c'était regarder des séries, lire des livres et voir des amis, quoi. Pas grand chose de plus. Et il me manquait quelque chose, quoi. Il me manquait d'avoir un truc à moi, il me manquait vraiment une passion, quoi. Et là, c'est là que le fait de faire des vidéos, en fait, intervient. Ça faisait longtemps que j'avais cette envie, en fait, de faire quelque chose. Avant, j'avais déjà tenu des blogs, mais j'avais plus envie de quelque chose... d'un autre type de format, en fait, parce que je prenais... oui, l'écriture d'ailleurs, c'est aussi une des autres passions que j'avais et que j'ai complètement laissé de côté. J'avais envie d'un format plus actuel, donc j'avais pensé au podcast, mais en fait ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était des vidéos. Et du coup là, le fait de faire ces vidéos,
ça vient vraiment combler ce besoin de faire quelque chose rien qu'à moi. Et d'avoir un projet et d'essayer de le développer, quoi. Même si après c'est pas idyllique, hein, dans le sens où j'ai très peu de temps pour enregistrer des vidéos, j'ai très peu de temps pour m'occuper du montage, je voudrais m'améliorer un petit peu à chaque vidéo, mais souvent j'ai pas le temps d'apprendre des nouvelles choses, donc je fais ça un petit peu à l'arrache. Je fais ça du coup le matin pendant que ma fille regarde la télé. Elle regarde pas la télé en semaine, elle regarde juste le week-end. Généralement, elle regarde 2 heures le matin. D'ailleurs, ça c'est une autre chose, un autre point aussi. Les écrans, je trouve que ça décharge beaucoup. C'est pratique pour pouvoir se prendre un moment à soi sans être interrompu par l'enfant. Mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui aiment pas faire ça, qui aiment pas les écrans. Nous, on a trouvé un compromis. On va pas donner, par exemple, du tout à ma fille d'écran. Que ce soit pour les voyages en voiture par exemple, moi je trouve ça bien qu'elle regarde par la fenêtre et puis qu'elle apprenne aussi à s'ennuyer. On donne pas non plus d'écran au restaurant, on donne pas, elle regarde pas la télé en rentrant de l'école l'après-midi. Par contre le matin elle a droit le week-end de regarder un petit peu et moi du coup ça me libère du temps justement pour m'occuper des vidéos. Mais c'est voilà, 2 heures par-ci, 2 heures par-là et puis c'est tout. Donc le fait de faire des vidéos ça m'apporte pas non plus énormément de satisfaction, sauf c'est vrai quand je reçois des likes, quand j'ai des commentaires, ça me fait extrêmement plaisir du coup de voir que des gens comme ça, des inconnus, des parfaits inconnus ont regardé ma vidéo, que ça leur a apporté quelque chose, qu'ils me laissent un commentaire, ça me motive vraiment pour continuer. Je me dis peut-être que ce que je raconte du coup ça parle à d'autres gens, peut-être que ça leur apporte quelque chose, comme moi ça m'apporte de regarder des vidéos des gens que je suis, que j'aime bien écouter. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo et vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Mon objectif ça serait de faire une vidéo par semaine en fait, donc je vais essayer de m'y tenir. Même si du coup voilà, je suis un peu prise par le temps, mais j'ai vraiment cet objectif-là et j'essaie de me tenir à ça. C'est pour ça que je disais que c'est pas forcément quelque chose de super satisfaisant maintenant, parce que je fais ça super vite, je suis pressée, souvent je suis stressée et souvent je suis pas super contente du résultat, quoi. Je vois ma tête sur la vidéo, je me dis oh non, j'ai encore l'air fatiguée, ou je cherche mes mots, je suis là, moi je prends toujours des notes, hein, je suis comme ça. Du coup, je suis là à couper, à mettre pause sur la vidéo pour regarder ce que j'ai marqué. Je me dis non, j'aurais dû mettre ça à un autre moment. Et après, dans le montage, je sais pas comment faire pour mettre un morceau à un autre moment. Enfin, j'ai pas le temps de regarder comment ça se fait. Enfin, mais rien que le fait de le faire, ça me donne le sentiment de faire quelque chose d'utile en fait, de ma vie, de produire quelque chose, quoi. C'est besoin de produire quelque chose tout simplement. Et après, comme je vous le disais, il y a la satisfaction quand il y a des feedbacks positifs du coup, et de voir que ma chaîne grandit aussi, ça c'est une grosse satisfaction, ça c'est clair. Dites-moi si vous avez des enfants, qu'est-ce qui vous a poussé à en avoir? Est-ce que vous voulez en avoir d'autres? Comment la maternité vous a changé? Ou si vous vous projetez dans cette aventure, comment vous vivez ça? Ou si vous avez des gens dans votre entourage qui ont des enfants, comment vous percevez tout ça? Bon, j'ai beaucoup parlé, je vais vous laisser là et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo.